Très bien, mes chers collègues. Donc, nous allons poursuivre nos auditions. Nous recevons maintenant le général Benoît Brulon, commandant du service national volontaire. Mon général, je vous remercie d'avoir répondu à l'invitation de notre mission d'information. Nous venons à l'instant d'entendre Madame Béatrice Engrand, présidente de l'Agence du service civique. Et il est très bienvenu que ces deux auditions se déroulent à la suite l'une de l'autre. Comme nous l'indiquions tout à l'heure à Madame Engrand, presque une génération nous sépare déjà de la suppression du service national obligatoire. Peut-être ne mesurons-nous pas encore assez toute la portée de cette suppression et la profondeur des changements qu'elle traduit. La réflexion que nous menons sur la résidence nationale devrait nous permettre d'apporter de nouveaux éléments de compréhension par rapport à la situation. Comme pour le service civique, nous attendons de cette audition qu'elle nous permette de faire le point sur le fonctionnement du service militaire volontaire, sur les effectifs et les publics concernés, ainsi que sur les perspectives d'évolution, notamment en lien avec la montée en puissance du SNU. Je propose de commencer, général, si vous le souhaitez, par une intervention d'une dizaine de minutes, et ensuite nous poursuivons sous forme de questions-réponses. Je vous laisse la parole. Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur, merci beaucoup de votre accueil. Je suis particulièrement heureux d'intervenir cet après-midi devant vous sur un thème qui est un thème central pour le service militaire volontaire. La mission qui est confiée au SMV en 2015 était très claire dans son décret de création. L'intitulé de la mission était « Favoriser l'insertion professionnelle des jeunes Français de 18 à 25 ans, résidentes en métropole et à l'étranger et exclus de l'emploi ». Elle précisait ensuite un certain nombre de missions qui étaient confiées, au rang desquelles deux ont un trait particulier sur la résilience. La première était la formation militaire à caractère professionnel, civique et scolaire. Donc il y a vraiment une dimension citoyenne à l'intérieur de la formation du SMV. Et la deuxième était de prévoir l'emploi des jeunes du SMV dans le cadre de missions citoyennes ou de sécurité civile. Et on reviendra sur ces deux dimensions qui ont été illustrées dans les années qui nous ont précédés, à la fois dans l'intervention d'un certain nombre de jeunes du SMV en période de crise ou parallèlement à des périodes de crise. Donc vous voyez que cette mission et ce lien à la résilience était effectivement central. Pour l'illustrer, je vous propose, dans ce court propos liminaire, d'aborder le SMV à la fois dans sa structure et dans ses défis actuels, avant de revenir en ouverture à vos questions sur la résilience et la manière dont nous y participons. Je vous propose de faire un petit focus, et vous pouvez suivre sur la présentation que je vous ai laissée ce focus historique. Le SMV est né en 2015. L'esprit qui a présidé en 2015 à sa création, en 2015, on est bien évidemment dans la logique des premiers attentats qui avaient eu lieu, les attentats de Charlie. La logique qui a présidé à la création et à la volonté du président de la République à l'époque pour créer le service militaire volontaire était double. D'abord, c'était de participer quelque part à la résilience de la jeunesse, ou de redonner à la jeunesse une capacité de pouvoir retrouver une vocation citoyenne. C'était aussi s'adresser aux décrocheurs, aux jeunes les plus en difficulté, qui avaient, lors de l'existence du service militaire, une véritable existence, ou en tout cas que l'on pouvait rattraper à travers de ce service militaire, et de profiter également de l'expérience acquise dans les Outre-mer par le service militaire adapté, qui est le grand frère, ou en tout cas qui est un des modèles sur lequel le SMV a été créé, puisque c'est l'application de cette capacité sur le territoire national. Cette création s'est faite de manière extrêmement rapide, avec l'armée de terre qui a été extrêmement volontariste en 2015 à la création, puisqu'on a ouvert dans l'année 2015 3 centres de l'armée de terre. L'armée de terre a été rejointe ensuite par l'armée marine et par l'armée de l'air. Et aujourd'hui, le SMV est un service à compétence nationale, sous tutelle de la secrétaire générale pour l'administration et avec un lien particulier avec le directeur du service national et de la jeunesse, qui est mon autorité de tutelle. Il est à noter également que la pérennisation du dispositif est intervenue assez tardivement, en 2019 simplement, puisque le SMV est pérennisé au sein de la loi de programmation militaire 2019-2025. Aujourd'hui, le dispositif est articulé autour de 6 centres et régiments, 3 unités de l'armée de terre, ou 3 unités qui ont des traditions de l'armée de terre. Le premier régiment du service militaire volontaire qui est à Metz,
le 2e régiment du service militaire volontaire qui est à Brétigny et le 3e régiment du service militaire volontaire qui est à La Rochelle. Et 2 centres qui appartiennent à la marine et à l'armée de l'air, le centre du service militaire volontaire de Brest, qui a une couleur bleu marine, et le centre du service militaire volontaire d'Ambérieu-en-Bugey, qui lui a une connotation armée de l'air et de l'espace, et qui est armé par des cadres de ces 2 armées. Voilà, un dispositif qui aujourd'hui mobilise 353 militaires d'active, 4 personnels civils, donc 357 cadres, au profit en 2021 de 1200 volontaires stagiaires. On verra tout à l'heure quelles sont les possibilités d'expansion, ou en tout cas quelles sont les volontés d'expansion dans les perspectives du SMV. C'est une implantation qui est extrêmement localisée, puisque vous voyez que lorsqu'on trace une ligne entre La Rochelle et Ambérieu-en-Bugey, il n'y a rien au sud, ce qui est aujourd'hui une problématique de déséquilibre. Et c'est un des défis qui nous a été confié récemment par le président de la République, au travers de l'ouverture d'une antenne à Marseille. Et également, ce sera un défi pour nous, pour pouvoir asseoir à la fois la capacité de recrutement du SMV, de pouvoir diversifier ce type de recrutement et ce type d'implantation. Aujourd'hui, le service militaire volontaire, si on veut le résumer, c'est à la fois une ambition d'insertion sociale et territoriale, c'est essentiellement une formation humaine, et c'est ça l'ADN du service militaire volontaire, c'est sa capacité à pouvoir transposer la militarité de ces cadres et à pouvoir les adapter aux jeunes qui nous rejoignent pour leur permettre de remettre le pied à l'étrier. Aujourd'hui, dans l'ensemble des dispositifs de formation professionnelle, l'ADN et ce qui fait la particularité du SMV, c'est bien cette militarité, c'est bien également le volontariat des jeunes qui nous rejoignent, qui signent un engagement au sein des armées, un engagement de 8 mois extensible jusqu'à 12 mois, et c'est bien également la capacité de faire fonctionner l'ensemble de ce dispositif autour de partenaires avec lesquels on va pouvoir, dans une logique gagnant-gagnant, faire fonctionner le dispositif. Ces partenaires sont de 3 ordres. C'est à la fois des prescripteurs, c'est-à-dire l'ensemble des organismes qui vont pouvoir indiquer aux jeunes, flécher les jeunes pour rejoindre le service militaire volontaire, Pôle emploi, les missions locales, mais également un certain nombre d'associations qui travaillent au contact direct des jeunes. Ce sont les employeurs qui sont indispensables pour pouvoir offrir des perspectives aux jeunes, y compris dans des logiques assez novatrices, puisque aujourd'hui, nombre d'employeurs ont des capacités de formation professionnelle qui peuvent ouvrir aux jeunes du SMV. On travaille avec eux pour densifier ou en tout cas ouvrir des parcours professionnels. Et c'est également l'ensemble des financeurs, puisque le SMV s'appuie également sur des financements externes, financement de sa formation professionnelle au travers des crédits qui sont mis à disposition par les régions, et financement européen, puisque le SMV est éligible aux fonds sociaux européens. J'en reparlerai tout à l'heure un petit peu dans les ressources. Aujourd'hui, comme je le disais tout à l'heure, le SMV ne peut pas travailler tout seul. Et donc aujourd'hui, on est bien dans une logique de mobilisation des partenariats, de manière à ce que le SMV puisse être un dispositif complémentaire et non pas un dispositif supplémentaire. Sur le parcours des jeunes volontaires stagiaires, il se découpe en 3 phases. Une première phase de formation militaire, c'est bien la militarité dont je vous parlais tout à l'heure, qui est acquise par nos jeunes au travers de cette formation, qui est la formation globalement des jeunes militaires qui rejoignent les armées, moins tout ce qui est typiquement combattant. Il n'y a pas de tir chez nous, il n'y a pas d'instruction au combat, mais l'ensemble de la formation morale des militaires est développée. Cette formation dure 1 mois. Ensuite, le jeune suit 4 mois de formation dite complémentaire, dans laquelle on va à la fois lui faire une phase de remise à niveau scolaire, on va lui faire passer son permis de conduire, puisque l'ensemble des jeunes chez nous sont présentés au permis de conduire, avec un taux de réussite qui dépasse les 70% aujourd'hui, et dans laquelle on va lui donner également des compléments de formation qui vont lui permettre de pouvoir s'inscrire dans l'emploi assez rapidement, en particulier des formations au secourisme au travail, et puis c'est aussi le moment où on va pouvoir procéder à des missions d'intérêt général dans lesquelles les jeunes vont réapprendre la citoyenneté ou en tout cas vont redécouvrir leur place au sein de la société. À l'issue de ces 5 mois, on rentre dans une phase de formation professionnelle qui est externalisée, puisque le SMV, à la différence du SMA qui fait la formation professionnelle en interne et en régie, le SMV fait réaliser cette formation professionnelle
par des organismes dont c'est le métier, c'est la mission, et qui ont effectivement cette capacité à pouvoir intégrer l'ensemble de nos jeunes. C'est une formation de 400 heures au maximum, donc c'est une formation légère, et c'est pour ça que nous développons des partenariats avec des organismes qui ont une capacité de prendre des jeunes. On le fait avec un certain nombre d'entreprises, NGE, Transdev, qui ont la capacité de prendre des jeunes en contrat de formation ou en contrat d'apprentissage et de leur proposer ensuite un certain nombre de débouchés. Cette formation professionnelle et l'ensemble du stage se terminent effectivement au bout de 8 mois, entre 8 et 12 mois, et on a la capacité ensuite de suivre les jeunes après cette formation pendant 6 mois dans l'insertion à l'emploi pour faciliter leurs relations avec leurs futurs employeurs. Quelques chiffres sur le bilan du SMV depuis 2015. Plus de 5 900 volontaires ont rejoint le SMV depuis 2015, avec aujourd'hui une mission qui est réellement assurée, 42% de non-diplômés, 24% d'illettrés. Donc on est vraiment avec une population qui est la plus éloignée de l'emploi et la plus nécessiteuse. Un taux de réussite aujourd'hui, un taux d'insertion qui est de 70% sur justificatif, c'est-à-dire que le justificatif nous est fourni par le jeune qui est son contrat de travail. On estime que ce taux de 70% est largement supplémentaire parce que bien souvent les jeunes qui sont assez zappeurs, au bout de quelques jours sortis du SMV, oublient complètement de renvoyer et puis on n'a pas de vision assez lointaine sur ce que l'on aura généré derrière. Et enfin, une capacité aujourd'hui, je le disais tout à l'heure, de réussite au permis de 70%. À noter également 5% de jeunes qui ont un passé juridique, donc 5% de jeunes qui ont soit un B2 non vierge au recrutement, que normalement n'est pas pris dans les armées. On a une tolérance un peu plus large justement sur le recrutement des jeunes, et des jeunes qui ont parfois des contrôles élémentaires restrictifs pour près de 20% d'entre eux. Aujourd'hui, nous les formons dans plus de 50 métiers qui sont assez faciles à être ouverts, 50 filières qui sont assez faciles à être ouverts et adaptées en fonction des besoins du marché du travail, et avec un budget global qui est un peu plus de 45 millions d'euros, avec une part de frais de fonctionnement et frais de personnel de 35 millions d'euros. Aujourd'hui, le SMV est éligible aux fonds sociaux européens pour une première dotation de 18,7 millions d'euros, ce qui nous permet à la fois de participer aux frais que le SMV occasionne pour les armées, et en particulier de racheter une partie de notre soutien, et ensuite une éligibilité à la formation professionnelle qui nous permet aujourd'hui de faire financer à peu près 90% des frais de formation professionnelle par des crédits régionaux. Les objectifs et les axes de développement du SMV sur une ambition 2021-2025, bon, ils ont été fixés à la fois par Florence Parly, ministre des Armées, et par le Président de la République, à la fois en octobre 2020, puisque la ministre nous a donné un objectif de recrutement de 1500 jeunes en 2022, et par le Président de la République qui nous a demandé de créer une antenne capable d'accueillir à Marseille 100 jeunes marseillais de manière extrêmement rapide, puisque les premiers résultats seront estimés par le Président de la République au mois de février. Les premiers résultats, ils sont très clairs. Les 13 premiers volontaires marseillais ont signé leur contrat hier sur un centre du SMV. Donc au bout d'un mois et demi, on a eu cette capacité de réarticulation et d'organisation pour proposer une solution et remplir la mission qui nous a été donnée. Les axes de développement du SMV aujourd'hui, ils sont simples. Le premier, je vous le disais tout à l'heure, c'est d'assurer la présence du service militaire volontaire dans les territoires en optimisant nos capacités et en développant notre autonomie financière. Et puis, c'est également d'être capable de s'inscrire dans le plan Ambition Armée Jeunesse 2022 en participant à l'ensemble des dispositifs jeunesse du ministère de la Défense, les classes de sécurité de défense globale, et puis l'ensemble des missions d'intérêt général, et d'être partenaire du SNU, sachant que le service militaire volontaire est bien évidemment totalement compatible avec les 3 phases du SNU. Aussi bien en phase 1, où on a une capacité de formation des formateurs, en phase 2, où on a une capacité de proposer des missions d'intérêt général, et en phase 3, puisqu'on a un dispositif d'engagement jeune tout à fait naturel pour une partie de la jeunesse. Voilà, donc on est totalement compatible aujourd'hui avec le SNU.
En termes de montée en puissance du SMV en 2022, aujourd'hui, le choix a été fait de renforcer le mode de fonctionnement avec un travail sur une mise en adéquation des aspirations et des jeunes et des formations proposées, l'identification de formations qui sont les plus motivantes et les plus intéressantes pour les jeunes. Aujourd'hui, on a une capacité effectivement d'avoir des formations qualifiantes au travers d'un partenariat avec des entreprises et des employeurs, avec une nécessaire diversification géographique qui nous permettra d'aller dans des zones dans lesquelles on avait plus de difficultés à recruter. Les jeunes sont assez peu mobiles et ont besoin d'être employés sur une zone qui leur est plus proche. Et cette diversification géographique, elle nous est offerte, ou en tout cas une expérimentation nous est offerte au travers de la création de l'antenne de Marseille, avec une logique qui a été assez simple, qui est de faire réaliser les 5 premiers mois de formation de nos jeunes, la formation militaire, la formation complémentaire, dans les organisations, dans les régiments et dans les centres déjà existants, et de créer à Marseille une antenne de formation professionnelle dans laquelle on fera réaliser cette formation professionnelle au plus proche des bassins d'emploi des jeunes. Voilà. Ce qui leur permet d'avoir une aspiration et une capacité de pouvoir rapidement revenir et de pouvoir rapidement s'insérer au plus près de chez eux. Les premiers jeunes, je vous le disais tout à l'heure, ont signé leur contrat hier et on attend pour un premier recrutement qui sera clos à la fin du mois de novembre, un peu moins de 50 volontaires, ce qui nous permettra d'avoir déjà fait une moitié de l'objectif qui nous a été fixé par le président de la République. Si l'on revient au thème et en ouverture à vos questions, de la participation du SMV à la résilience nationale, en dehors de son cœur de métier qui consiste à remettre des jeunes en difficulté dans une logique de retour vers l'emploi, ce qui est déjà, je pense, très largement une participation à la résilience nationale, le SMV participe à l'éducation citoyenne et mémorielle dans son cursus de formation pour ces jeunes, mais également au travers de missions d'intérêt général qui pourront lui être confiées ou de la participation au dispositif des classes de défense et de sécurité. Il est en mesure d'être engagé dans des missions en situation d'urgence ou en situation de crise sur le territoire national. Je prendrai quelques exemples. Le premier, c'est en 2019, de février à juillet 2019, l'engagement du 1er régiment du service militaire volontaire dans la lutte contre la peste porcine africaine. Je ne sais pas si vous avez la mémoire de ces sangliers infectés qu'il fallait aller chercher sur tout le territoire des Ardennes et Lorrain. Donc on a engagé les jeunes du SMV. Au travers de l'opération Résilience en avril 2020, puisqu'on a engagé des jeunes du 2e régiment du service militaire volontaire à Rungis en préparation de colis au profit de la PHP et d'établissements et d'EHPAD. On a eu à Châlons-en-Champagne la distribution de 30 000 masques. On a eu également une intervention au profit des préfectures dans le cadre de la préparation des élections régionales pour la préparation de kits électoraux, de kits sanitaires électoraux. Et enfin, les jeunes du SMV d'Ambérieux et de Metz ont été engagés dans les centres de vaccination, l'hôpital de Gouest à Brest et Ambérieu-en-Bugey. Et enfin, et ce sera ma conclusion, le SMV constitue également un investissement sur le long terme au profit de la nation, et c'est vraiment l'idée de création du service militaire volontaire qui est réellement pour les armées une manifestation de la mission prévention. J'en ai terminé avec cette présentation. Très bien, merci. Merci, Général. Moi, j'avais quelques questions de précision, parce que je n'ai peut-être pas bien cerné, en fait, ce que vous disiez au niveau de la... Enfin, j'ai 3 petites questions, en fait. Sur les centres de formation professionnelle, en fait, là, je vous expliquer le mécanisme pour Marseille. Est-ce que pour que je comprenne bien le dispositif, est-ce que ce sont des centres de formation professionnelle, on va dire, militaires, ou c'est vous, ou est-ce que c'est en lien avec déjà des structures, on va dire, civiles? Ça, c'est ma première question. 2 autres questions qui n'ont rien à voir. Parmi les premières générations de ces jeunes qui sont rentrés dans l'SMV, est-ce que certains ont un rôle d'ambassadeur finalement, ou est-ce que ceux-ci sont
en capacité de dire que voilà, la formation du SMV a été pertinente, a été utile pour eux, etc. Et est-ce qu'eux-mêmes sont des agents de promotion de ce type d'engagement? Et troisième question, est-ce que vous avez un retour sur... bon, c'est un peu court, hein, parce que ça fait 6 ans, sur justement les premières générations qui sont passées au sein du SMV, savoir ce qu'ils sont devenus, en fait, aujourd'hui. Alors, pour revenir effectivement sur la formation professionnelle, la logique des antennes de formation professionnelle, comme celle de Marseille aujourd'hui, c'est bien de garder tout ce qui coûte beaucoup en termes de personnel militaire sur les régiments et les centres qui existent déjà, et donc de faire les 2 premières parties de la formation, qui sont celles dans lesquelles il y a le plus d'engagement militaire, sur ces centres-là, et ensuite d'aller faire réaliser au plus près du terrain, par des organismes de formation extérieure, par l'AFPA, par des CFA, par un certain nombre d'associations ou de centres de formation, cette formation que l'on fait réaliser à l'extérieur et que l'on paye à l'extérieur. Voilà. Et donc les antennes de formation professionnelle, en tout cas tout ce que l'on fait en termes de formation professionnelle, est encadré par le service militaire volontaire, mais est réalisé par des gens dont c'est le métier. Voilà. Nous, on se contente à la fois d'encadrer les jeunes dans leur phase de recherche d'emploi, de les encadrer au quotidien dans leur vie courante, le matin et le soir, lorsqu'ils sortent des organismes de formation, mais tout ce qui est formation professionnelle est réalisé par des organismes civils avec lesquels nous travaillons. Avec une logique de rapprochement avec les entreprises, je vais prendre un exemple assez simple, qui est NGE, qui est une entreprise de bâtiments et travaux publics, qui a des centres de formation, qui a la capacité de recruter des jeunes qui les intéressent parce qu'ils sont à la fois suivis cette formation morale que propose le SMV et parce qu'on leur donne également le permis, et qui vont très rapidement les recruter. Donc les jeunes sortent du SMV, sortie positive, ils sont recrutés par NGE qui va faire la formation professionnelle sous contrat de professionnalisation ou sous contrat d'apprentissage. Voilà, et donc c'est vraiment pour nous à la fois la capacité de réduire le temps de formation à l'intérieur du SMV, donc de pouvoir ouvrir plus de places à des jeunes, faire tourner plus rapidement, et puis surtout d'avoir l'assurance de dépasser ces 400 heures de formation professionnelle qui ne sont pas qualifiantes. Pas en 400 heures qu'on apprend un métier, et d'avoir une certitude effectivement que ces jeunes vont rentrer au travers d'un contrat de professionnalisation ou au travers d'un contrat d'apprentissage dans une professionnalisation, ou en tout cas dans une entreprise avec une vocation à y être insérés beaucoup plus durablement. Voilà, ça c'est pour les quelques précisions sur la formation professionnelle. Oui, on a des jeunes qui aujourd'hui sont des ambassadeurs du SMV et ont une capacité à faire venir. Alors, on le voit souvent dans le rayonnement familial, puisqu'on le voit au travers des jeunes qui ont été, qui sont venus vers le service militaire volontaire, amenés par leur grand frère ou le cousin. Aujourd'hui, on est assez peu capable de l'estimer. On estime qu'on a des jeunes qui nous disent que l'environnement familial représente à peu près 18% des motivations des jeunes à rejoindre le SMV. Aujourd'hui, on n'est pas capable d'avoir une vision à long terme sur ce que sont devenus. C'est trop court, effectivement, sur 6 ans, mais on a missionné un laboratoire d'études sociologiques du CNRS pour pouvoir mener une étude et pour pouvoir essayer de voir les cohortes passer et d'avoir une analyse un petit peu de ce que sont devenus les jeunes. Alors, on se heurte aussi à des logiques d'identification, puisqu'on peut difficilement suivre les jeunes au travers de leur parcours professionnel s'ils n'en sont pas volontaires. Aujourd'hui, c'est trop court. Je pense que d'ici quelques années, le SMA le fait plus facilement parce que le SMA a beaucoup d'antériorité sur des territoires qui sont beaucoup mieux connus ou beaucoup mieux identifiés et donc a plus de capacité à suivre ces cohortes. Pour nous, c'est encore un peu tôt. Monsieur le rapporteur. Merci, Monsieur le Président. Mon général, merci beaucoup pour votre présentation, pour votre action, j'allais dire, dans la profondeur, et puis pour votre réactivité. Bravo, en quelques semaines, arriver à monter ainsi l'antenne à Marseille. C'était un projet ambitieux et vous avez su y faire face. Alors, je pense que le premier point qu'il faut dire pour bien qu'on comprenne, c'est que j'ai en tête la grande masse de 800 000 jeunes dans une cohorte chaque année. Et finalement, le SMV, j'ai fait le calcul, 0,15% de ces 800 000 jeunes. Donc, on s'adresse vraiment aux jeunes volontaires qui en ont le plus besoin.
Et je pense qu'en matière de résilience, c'est extrêmement important, puisque la résilience, ça repose sur le fait que chacun a un rôle à jouer finalement dans le projet national et adhère au projet collectif de la République. Et d'ailleurs, ceux qui serviront le plus la nation ne sont pas forcément ceux qui ont un démarrage de vie les plus faciles. Et donc, merci pour ce que vous faites, parce que je pense que vous donnez vraiment aux jeunes qui en ont le plus besoin un bagage qui leur sera utile pour toute la vie. Et je partage tout à fait ce que vous dites sur le fait que c'est un réel investissement pour la nation. Alors, pour ma part, je vais vous poser des questions un peu difficiles, mais ça va vous permettre de clarifier certains points. Et n'hésitez pas à me dire si parfois certaines questions sont hors champ par rapport à la capacité que vous avez à me répondre. Première question que j'aimerais vous poser. La mission des armées, c'est habituellement protéger les Français, défendre les intérêts de la France. En quoi, pour vous, fondamentalement, est-ce le rôle des armées de faire ainsi des opérations de formation, et en quoi est-ce bien complémentaire avec l'éducation nationale ? Je pense que lorsque merci pour vos remerciements, monsieur le rapporteur. Je pense qu'effectivement, la mission première des armées est de participer directement à la défense de la nation. C'est pour ça qu'elles sont payées, qu'elles sont formées, qu'elles sont entraînées. Elles sont aussi dans une logique de préparation de l'environnement de cette intervention au profit de la nation. Le service militaire a fait disparaître la connaissance intime des armées pour l'ensemble des jeunes. Elle a fait disparaître aussi, alors elle a beaucoup amélioré l'image de marque des armées, puisqu'aujourd'hui on a une image de marque favorable de 85% de jeunes, en tout cas 85% de nos concitoyens, mais elle a fait disparaître cette intimité que les gens avaient avec la chose militaire. Je pense qu'aujourd'hui, tous les dispositifs jeunesse qui existent, le SMV en est un au milieu d'autres dispositifs jeunesse, une offre jeunesse au travers de l'ambition armée-jeunesse de la ministre qui est extrêmement vaste. Tous ces dispositifs jeunesse participent aussi à cet esprit de défense, ou en tout cas participent à cette connaissance des enjeux, participent à cette connaissance des missions, de l'esprit et du mode de fonctionnement de l'armée française. Alors le SMV a pour objectif effectivement de participer à cet objectif sur la frange la plus basse de nos jeunes, en tout cas ceux qui ont le besoin le plus intime de devoir à la fois connaître les missions de la défense nationale, la mission des armées, mais également de pouvoir bénéficier de cette militarité dans la structuration de leur projet professionnel. Ce que nous leur apprenons au sein du SMV, on n'en fait pas des guerriers, on n'en fait pas des combattants, c'est pas le but du jeu, on n'en fait pas des militaires non plus. Aujourd'hui, seuls 4% des jeunes qui ont servi au sein du SMV rejoignent ultérieurement les armées. Ce n'était pas l'ambition initiale. Et malheureusement, bien souvent, les jeunes que nous recrutons et que nous voyons passer au SMV sont des jeunes qui n'ont pas les capacités derrière à poursuivre une carrière militaire. Mais au travers de cet effort de solidarité vis-à-vis de ces jeunes et au travers de la formation morale et militaire qu'on va pouvoir leur donner, cette formation au savoir-être, on va leur donner un avantage décisif dont ils manquaient dans la structuration de leur démarche professionnelle. Et c'est bien ça, si vous voulez, la complémentarité que l'on peut avoir avec l'ensemble des autres dispositifs jeunesse, qui est bien de situer ce besoin et de se situer sur les jeunes qui en ont le plus besoin, qui ont besoin d'avoir tout ça. C'est des avantages qui vont être décisifs pour des employeurs. Aujourd'hui, on a une capacité, on a un intérêt des employeurs qui est extrêmement fort. Aujourd'hui, quand j'affiche des résultats d'insertion de 70% ou de plus de 70%, le delta n'est pas fait par le fait que l'on n'a pas proposé un emploi aux jeunes. Aujourd'hui, on propose 1 voire 2 emplois à l'ensemble des jeunes qui passent au travers du dispositif du service militaire volontaire. Les 30% sont soit des jeunes qui vont décider de reprendre un parcours de formation, soit des jeunes qui vont décider de ne pas aller à l'emploi, pour tout un tas de raisons. Voilà. Mais aujourd'hui, on a une vraie capacité, effectivement, à donner à des jeunes des avantages comparatifs qui leur permettront d'être concurrentiels sur le marché de l'emploi, dans des formations qui sont également très souples. Et aujourd'hui, on cherche des formations qui sont des formations qui à la fois intéressent les jeunes, mais qui ont aussi des débouchés assez
assez larges dans les bassins d'emploi dans lesquels on est implanté et qui nous permettent aujourd'hui d'ouvrir et de fermer assez rapidement. On dit que ce n'est pas nous qui faisons la formation professionnelle, ça nous donne une souplesse extrêmement forte pour pouvoir ouvrir et fermer les filières en fonction à la fois de l'intérêt des jeunes, de leur attrait et de la volonté des employeurs ou de trouver des employeurs à pouvoir venir. Et donc je pense qu'effectivement, au travers de cette mission-là, pour en revenir à votre question, on participe très naturellement à l'effort de défense de la nation et à cet effort de connaissance intime et de valorisation également de ce qu'est l'esprit militaire, de ce qu'est la militarité et de ce qu'est la mission des forces armées. Merci, mon général. Alors, je continue sur les questions difficiles. Ces mêmes jeunes au temps du service national, est-ce que ce sont des jeunes qui auraient été admis au service national ou est-ce que ce sont plutôt des jeunes qui ont été réformés? Je ne sais pas s'il est possible de répondre à cette question. Deuxième question, avant d'en venir aux questions de résilience en tant que telles. Est-ce que la militarité de l'encadrement et de l'approche est une condition essentielle de la réussite de vos dispositifs? Et effectivement, quand on voit les chiffres, ils sont impressionnants parce que vous partez vraiment avec des jeunes les plus en difficulté. Et quand on voit 70% de réussite au permis B ou des taux d'insertion dans l'emploi, on voit vraiment que vous partez de loin et vous arrivez vraiment à rehausser le niveau. Et dernier point, comment évaluez-vous le coût de l'ordre de 30 000 euros par jeune, 32 000 euros par stagiaire en termes d'investissement pour la nation? Vous avez employé, je pense à juste titre, le mot d'investissement. Est-ce que vous avez des éléments de comparaison avec d'autres dispositifs, peut-être de nature civile équivalents? Et finalement, comment évaluer ce retour sur investissement? Est-ce que vous avez des éléments objectifs en termes de dire combien coûterait un décrocheur, combien coûte le fait d'avoir des jeunes qui pourraient s'installer durablement dans le chômage, etc. Alors, pour la question sur la comparaison entre la phase du service national, du service militaire tel qu'il existait à l'époque, est-ce que ces jeunes auraient été admis ou réformés? Je pense qu'une partie de ces jeunes aurait été admise. Effectivement, on a, nous, des conditions aujourd'hui des CIGICOP d'incorporation qui sont un peu plus faibles que les CIGICOP traditionnels d'intégration, mais simplement parce qu'on a voulu effectivement diversifier et ouvrir à une population qui souvent, d'ailleurs, est une population qui n'a pas de problème physique important, mais qui a souvent eu un accès extrêmement difficile à la santé. Et donc, on a aussi cette capacité, au travers du dispositif médical à la fois de sélection, mais également de leur suivi pendant leur année de service militaire volontaire, de pouvoir les rapprocher, largement de la santé. Donc, je pense que oui, on a effectivement cette frange de la population française qui était la frange la plus éloignée de la santé, la plus éloignée de la socialisation, et qui était celle que l'on rencontrait effectivement pendant le service militaire avant sa disparition. Aujourd'hui, je pense qu'effectivement cette militarité est une condition essentielle, c'est même une condition sine qua non. C'est-à-dire que le jour où on n'aura plus de militarité, le service militaire volontaire n'existera plus. Il y a d'autres dispositifs qui existent aujourd'hui, qui proposent des solutions d'encadrement de type militaire, je pense aux EPID, qui ne sont pas basés sur un encadrement militaire et qui pourraient aujourd'hui effectivement être une alternative au service militaire volontaire. Ce que l'on apporte, nous, c'est réellement cette expérience de la relation entre les militaires et la jeunesse et réellement cette militarité. Et c'est ça qui favorise la réussite de notre dispositif. Je ne compare pas le dispositif du SMV avec le dispositif des EPID, qui ne sont pas dans les mêmes conditions de fonctionnement ou dans les mêmes conditions de recrutement, mais c'est simplement parce qu'effectivement, on a estimé que c'est cette militarité dont ont besoin les 1500 jeunes que l'on recrutera, et c'est cette militarité qui va leur apporter la transformation essentielle. Aujourd'hui, les 32 000 euros d'investissement que coûte un jeune du SMV, il faut les replacer dans un cadre assez large. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, 32 000 euros, c'est tout frais compris pendant 1 an. Puisque, à la fois, on va rémunérer ces jeunes. Ils ont une solde qui est un peu plus de 325 euros par mois, qui est complétée parfois par des aides régionales. On va les héberger, on va les nourrir, on va les former,
Et on va également les accompagner sur le chemin de l'emploi. Donc c'est un coût qui est extrêmement large parce qu'effectivement, il est tout compris, nourri, logé, blanchi. Alors que d'autres dispositifs, effectivement, qui peuvent être un peu moins coûteux, eux, n'ont pas cette prise en compte permanente des jeunes pendant l'ensemble de leur année de formation. Je n'ai pas d'éléments de comparaison à vous donner profond sur les coûts des autres dispositifs. Et encore une fois, je pense qu'il ne faut pas nous évaluer en comparaison, mais plutôt en complémentarité avec les autres dispositifs. Et aujourd'hui, on travaille, nous, sur un développement de comptabilité analytique pour nous permettre d'avoir une évaluation de ce qui serait effectivement le coût social évité de ces jeunes qui auraient été sinon pris en compte dans d'autres dispositifs ou pour le moins qui auraient coûté de l'argent à la société, à la fois dans leur accompagnement ou également dans les allocations avec lesquelles ils auraient pu vivre, et également dans la désocialisation que ces jeunes et dans les conséquences de cette désocialisation que ces jeunes auraient pu avoir. Donc on a aussi cette dimension sociale qui est plus difficile à évaluer en termes de rentabilité financière. Éventuellement, pour rebondir, je recherchais en parallèle et je vois qu'il y a une estimation qui dit que le coût d'un décrocheur scolaire pour la collectivité tout au long de sa vie est estimé à 230 000 euros. Donc on voit bien que si dans les 32 000 euros d'investissement, vous arrivez à récupérer quelques personnes, on va dire, on voit que le retour sur investissement peut exister réellement. Non, j'avais juste deux petites questions complémentaires. C'est dans un monde idéal, on n'aurait pas besoin de SMV. Et est-ce que vous arrivez à détecter, on va dire, des facteurs communs qui emmènent des jeunes vers le SMV pour qu'on puisse identifier quels seraient les leviers à activer en amont pour qu'on puisse faire en sorte que ces jeunes s'en sortent mieux. Je suppose que question assez difficile parce que je suppose que ce sont des critères assez variés. Et puis, d'un point de vue pédagogique, je me posais la question suivante. Finalement, le service national, c'était regrouper des jeunes de tous horizons confondus pour que ceux qui étaient un peu en difficulté soient un peu tirés par le haut par les autres. Et là, finalement, on regroupe les jeunes en difficulté d'une certaine manière. Et donc, voilà, qu'est-ce que vous en pensez entre regrouper les jeunes en difficulté entre eux et justement avoir des dispositifs spécifiques adaptés ou avoir des dispositifs plus larges ou qui permettent l'entraide des uns et des autres? Aujourd'hui, les ressorts qui poussent les jeunes vers notre dispositif, ils sont assez simples. C'est des jeunes qui ont pris conscience. Et on a vraiment un fait de volontariat qui est extrêmement important. Alors le volontariat, il peut être motivé. Il est motivé par des institutions, Pôle emploi, les missions locales, qui ont une capacité à exposer nos dispositifs et à convaincre les jeunes de les rejoindre. C'est souvent aussi un impact familial, avec des parents, avec un environnement qui a une capacité à pouvoir faire venir les jeunes. C'est les prescripteurs dont je vous parlais tout à l'heure et qui sont pour nous des acteurs essentiels parce qu'ils ont cette capacité de faire cette information de la jeunesse et cette explication de ce qui est notre essence et notre ADN qui les fait venir. C'est également les résultats que l'on propose, parce qu'ils savent qu'on propose un accès à l'emploi. C'est aussi le permis de conduire, il ne faut pas se leurrer, avec 70% de réussite, ce qui est un argument commercial, entre guillemets, qui est extrêmement important, et qui passe au travers, effectivement, d'une bonne identification, ou en tout cas au travers d'une bonne visibilité. C'est pour ça qu'on travaille beaucoup, effectivement, à communiquer et à avoir cette visibilité-là. Vous me parliez tout à l'heure également, la deuxième partie de votre question était cette mixité sociale du service militaire qui a disparu. Alors on essaye de la travailler, peut-être moins effectivement que ce qui existait pendant le service militaire, mais on la travaille parce qu'on travaille aussi en partenariat avec d'autres organismes de formation. On reçoit des stagiaires, des jeunes stagiaires polytechniciens. On a une dizaine de stagiaires polytechniciens qui viennent de rejoindre le SMV pour un stage de quelques mois, jusqu'au mois de mars de l'année prochaine, qui seront à l'encadrement des jeunes. On en a 2 par régiment et par centre, ce qui permet effectivement d'avoir un croisement de cette mixité sociale. On travaille avec des jeunes d'HEC, on travaille avec des jeunes d'écoles qui viennent faire des stages d'apprentissage à l'intérieur du SMV.
On travaille également, alors je ne suis pas rentré dans la sociologie complète du SMV, mais il y a 2 catégories de volontaires au SMV. Il y a les volontaires stagiaires, 88% des volontaires, qui sont les jeunes les plus en difficulté, et il y a 12% de volontaires d'encadrement, qui vont être nos petits gradés, qui, eux, sont des jeunes qui viennent pour une première expérience professionnelle. Donc on a déjà un petit peu de cette mixité qui se fait au travers de l'existence de ces jeunes volontaires experts, puisque c'est le nom de ces volontaires, qui vont leur apporter une autre vision des choses. Et, non, qui sont des jeunes que l'on recrute, mais qui ont un niveau scolaire, 12% de nos jeunes ont un niveau scolaire supérieur ou des capacités, et ça va être nos petits gradés, nos caporaux-chefs, qui vont être les jeunes encadrants du dispositif, en complément des cadres d'actifs. Et puis, dernier point, mais qui n'est pas neutre non plus, c'est une alchimie également. Et on a des jeunes décrocheurs de différentes natures. Je vous disais tout à l'heure qu'on a des jeunes qui sont, pour certains, qui sont des jeunes décrocheurs scolaires pour la majeure partie. On a des jeunes qui ont eu une expérience de délinquance. On a des jeunes qui sont décrocheurs sociaux. Il y a des sans domicile fixe qui rejoignent le SMV. On a des jeunes qui sont des décrocheurs familiaux. Et en fait, on a aussi, dans cette diversité des jeunes qui sont d'horizons assez différents. Et là aussi, c'est toute la logique, si vous voulez, de construction, et c'est toute la logique de recrutement qui est laissée au chef de corps, de pouvoir estimer cette alchimie qui peut exister entre les différents types de recrutement ou les différents types de difficultés rencontrées par les jeunes. Voilà, pour dire les choses assez simplement. Voilà, donc il n'y a pas autant de mixité sociale. Bon, ceci dit, fin du service militaire, la mixité sociale était quand même extrêmement réduite, en tout cas un peu plus réduite qu'elle ne l'était dans l'ambition initiale. Et aujourd'hui, on arrive encore à recréer cette capacité à avoir ce mélange entre les autres. J'oubliais également, on a également des jeunes stagiaires qui viennent des écoles de sous-officiers, à la fois de l'ENSOA de Saint-Mexan et de l'école de formation des sous-officiers de l'armée de l'air, qui viennent aussi faire des stages à l'intérieur de nos régiments et de nos centres. Oui, donc il y a une forme de mixité, et puis il y a des référents, en fait, du coup, pour des jeunes décrocheurs qui sont en formation auprès de vous, donc c'est utile. Et des référents jeunes, donc c'est vraiment très formateur. Moi, j'ai 2 questions. Une, que vous puissiez m'expliquer un petit peu pourquoi, en 2019, on avait une baisse en termes d'effectifs. Quoique non, en fait. Alors, en 2020, je comprends. Je comprends. Donc du coup, ah oui, puisqu'il fallait que j'additionne le V. Non, par contre, j'ai un point d'inquiétude malgré tout, c'est dans le tableau sur lequel vous parlez de la montée en puissance, mais en termes d'encadrement et d'effectifs, si je lis bien le tableau, il semblerait que l'encadrement, sans renfort, diminue un petit peu partout. Est-ce que c'est quelque chose qui est stabilisé comme ça, ou est-ce que vous avez des indications indiquant qu'il y aura des renforts qui permettront d'avoir un taux d'encadrement supérieur aux prévisions qui sont avancées ici? Alors, c'est effectivement une de mes préoccupations actuelles. C'est un travail qui est en cours, qui est un travail d'estimation à la fois des besoins et puis ensuite d'arbitrage par la ministre, puisque aujourd'hui les demandes de réévaluation sont arrivées à son cabinet. On a aujourd'hui effectivement un taux d'encadrement, en particulier sur le 3e régiment du service militaire volontaire de La Rochelle, qui est en train de baisser. Voilà, il faudra effectivement remonter cet encadrement. J'ai assez peu de crainte sur la capacité de l'encadrement direct des militaires. Aujourd'hui, on peut effectivement, et on fait un travail de rationalisation du mode de fonctionnement pour baisser un petit peu le taux d'encadrement et pour avoir un taux d'encadrement qui sera peut-être un peu plus bas, mais qui nous permettra quand même de fonctionner. Par contre, j'ai plus de crainte sur des fonctions support qui sont des fonctions essentielles. La première, c'est la fonction de recrutement, d'orientation et d'insertion, qui est notre capacité à exister dans les bassins de recrutement et dans les bassins de formation professionnelle. La deuxième, c'est d'être capable de gérer en particulier les fonds sociaux européens, qui nécessitent un suivi administratif et financier extrêmement précis et qui nécessite que l'on remonte en puissance les fonctions de suivi financier à l'intérieur de nos régiments et de nos centres. Et puis on a également une nécessité de communiquer et d'être beaucoup plus visible. Et donc les recrutements, ils sont en tout cas le renforcement que l'on demande aujourd'hui est essentiellement sur ces 3 fonctions et assez peu sur les fonctions d'encadrement
qui devrait stabiliser un petit peu avec une priorité qui peut être donnée effectivement au personnel militaire en encadrement direct de la jeunesse. Vous n'avez pas d'indication quand même sur les fonctions support aujourd'hui, c'est dans l'arbitrage. D'accord, ok. C'est aujourd'hui à l'arbitrage. Ok, très bien. En bon espoir, effectivement, d'avoir une satisfaction. Très bien, merci. Une dernière question et puis un petit commentaire avant. Quand même, bravo pour cette mixité. Je pense qu'il permet de tirer tout le monde vers le haut. Et je pense que si le polytechnicien apporte beaucoup quand il intervient, je pense que lui-même en ressort avec un certain apprentissage qui va l'aider pour toute sa vie. Et ça, c'est important de le dire, que c'est bien symétrique dans les deux sens. Moi, ce que je retiens de l'audition, finalement, c'est que vous contribuez à la résilience, non pas tellement pour la masse, puisque vous traitez, on va dire, de manière ciblée un nombre plutôt 1200 jeunes sur 800 000, ça reste limité. Par contre, au travers de cette action ciblée, vous contribuez de manière extrêmement importante à mettre sur les rails les jeunes qui en ont le plus besoin, et vous participez au projet national en montrant que chacun a une place dans le projet national et dans la République. Et je pense que ça, c'est une contribution assez décisive, on va dire, à la résilience. Pour terminer, peut-être pour avoir une vision un peu plus large, j'ai compris s'il est un peu impressionniste, et je ne sais pas si vous pouvez me répondre, sinon on pourra le voir par ailleurs, sur un panorama des dispositifs avec le nombre de jeunes concernés accueillis au ministère des Armées, puisque on parle en ce moment du service militaire volontaire, on a également le service militaire adapté donc dans les Outre-mer, on a également les centres épides, peut-être d'autres dispositifs, je ne sais pas si on peut parler ici des préparations militaires, mais pour qu'on ait une vision un peu globale et chiffrée, est-ce que vous pourriez juste nous rebalayer extrêmement rapidement les différents dispositifs orientés vers la jeunesse du ministère des Armées? Merci. Alors, c'est extrêmement vaste, mais on pourrait effectivement avoir rebalayé tout ça sur une logique à la fois en le remettant sur une échelle temporelle, puisque ça s'adapte, ce sont des dispositifs qui sont destinés à la fois à des jeunes qui sont du niveau du collège, du niveau du lycée, et puis ensuite des jeunes qui ont une vocation à revenir sur un engagement, avec effectivement des dispositifs qui sont des dispositifs d'intéressement. Donc ça, c'est tout ce qui est l'éducation à la citoyenneté au travers de classes de défense et de sécurité. C'est également toute la capacité à pouvoir travailler en lien avec l'éducation nationale. On a ensuite des missions d'intérêt général qui prennent la forme de préparation militaire pour certaines, assez variables en fonction des armées, qui sont toujours des logiques d'intéressement des jeunes ou une capacité à faire adhérer. Et ensuite, des logiques qui sont de pré-engagement, plutôt des préparations militaires, découvertes ou un peu spécialisées, qui sont un premier test et un premier tri. Il y a évidemment la journée défense citoyenneté, qui est aussi, pour les jeunes de 16 à 17 ans, une étape la plus importante, effectivement, dans leur parcours de citoyenneté, qui sera transformé dans le cadre du SNU en journée de défense et mémoire. Et puis ensuite, on a tous les dispositifs qui sont ouverts à la jeunesse, qui sont des dispositifs d'engagement spécifiques, l'engagement traditionnel dans les armées, le service militaire volontaire, le service militaire adapté, qui sont des dispositifs qui ont vocation à travailler au profit des plus en difficulté, des jeunes les plus en difficulté, et puis ensuite toutes les formes d'engagement, qu'elles soient sur du court terme, au travers de volontariat court, ou sur des formes un peu plus longues, sur des contrats de 5 ans, voire plus, avec des contrats de professionnalisation. Donc on a une offre qui, aujourd'hui, est une offre extrêmement importante, mais parce que les armées ont besoin de cette offre importante. Avec un recrutement de près de 20 000 jeunes par an, on est dans une logique de drainage très fort et d'intéressement très fort. Voilà. Avec des dispositifs qui n'ont pas vocation à recruter, le SMV en est un, n'a pas vocation à fournir des cadres ou à fournir des militaires par la suite, mais on a vraiment vocation à s'intéresser à l'ensemble du panel national. Général. Merci beaucoup. Alors, j'ai été très instruit sur la SMV que je connaissais de loin. Je vous remercie, c'est un formidable dispositif.
Et voilà, je vous remercie une nouvelle fois de la belle présentation et promotion de ce que vous faites. Merci et bravo. Merci beaucoup et permettez-moi de vous inviter, plus qu'à vous le présenter, à venir le voir. On a des régiments qui sont à la fois assez proches de vos circonscriptions ou assez proches de la région parisienne. Et si vous en avez l'occasion, ce sera avec grand plaisir qu'on vous accueillera.